Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Art des livres que je vais également diffuser donc sur ma chaîne YouTube. Donc on met à la fois sur l'Art des livres, sur le podcast, mais également sur YouTube. Et j'ai la joie aujourd'hui de vous annoncer que nous allons parler de La tombe des Lucioles, alors la nouvelle de Nosaka Akiyuki, adaptée en dessin animé avec le nom, donc sous le titre du Tombeau des Lucioles. Donc nous reviendrons pendant cet épisode, tout au long de cet épisode, sur à la fois le dessin animé, mais à la fois la nouvelle, étant donné qu'à part un petit détail, mais qui a toute son importance, il y a quand même une grande fidélité de l'adaptation par rapport à la nouvelle. Et pour parler de cette œuvre qui est devenue un grand chef-d'œuvre, à la fois la nouvelle et l'animation, j'ai la joie de recevoir celui qui était déjà venu sur ce podcast, mais également sur YouTube, Olivier Richard Torres, qui est professeur de lettres et qui avait été vraiment reçu avec beaucoup d'enthousiasme à la fois sur le podcast pour parler de Lion de la Rose, mais également sur YouTube avec sa bibliothèque idéale vraiment extraordinaire qui avait plu à de très nombreux abonnés. Et donc vous serez ravis, je pense, de le revoir, en tout cas de le réentendre dans cet épisode. Olivier Richard Torres, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur l'Art des livres. Bonjour cher Adrien et bonjour à tous vos abonnés. Merci pour cette deuxième invitation. C'est avec un grand plaisir que je reviens parler avec vous un an après le précédent podcast auquel vous m'aviez invité sur le nom de la rose. Oui, et puis sur YouTube, comme je le disais, avec votre bibliothèque idéale qui avait vraiment beaucoup plu. Donc on sait tous ici que vous êtes un grand lecteur, donc je suis vraiment ravi de vous accueillir pour parler de La tombe des Lucioles. Alors, je le disais tout à l'heure, donc La tombe des Lucioles, c'est de Nosaka Akiyuki. Donc ensuite adapté en animé des années après, donc en 1988 par le réalisateur Isao Takahata et les studios d'animation Ghibli. Est-ce que déjà vous pourriez nous présenter un petit peu à la fois peut-être Nosaka Akiyuki et puis le réalisateur et peut-être ce qui les lie et le point commun qu'ils peuvent avoir? Pour répondre à votre question, je vais commencer par présenter très brièvement Nosaka Akiyuki. C'est un auteur japonais de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est né en 1930 et il a commencé à écrire vraiment bien après la Deuxième Guerre mondiale, puisque sa première œuvre littéraire, il la publie en 1963. Et c'est un écrivain qui, avant d'avoir cette vie de romancier, va avoir une jeunesse extrêmement aventureuse. Il va travailler dans des bars, il va travailler dans des boîtes, il va avoir une vie nocturne extrêmement active. Il travaille au contact des troupes d'occupation américaines qui se sont installées sur le territoire japonais après la défaite de 1945. Quant à Isao Takahata, c'est à peu près la même génération. Nosaka Akiyuki, l'écrivain, est né en 1930. Isao Takahata, le réalisateur, est né en 1935. Et vous m'interrogiez sur le point commun entre les deux. En fait, Nosaka Akiyuki et Isao Takahata ont tous les deux vécu de manière plus ou moins cruel, le bombardement américain sur la ville de Kobe. Entre janvier et août 1945, la ville de Kobe, c'est une ville portuaire qui a une importance stratégique très 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 particulière dans le Japon impérial. La ville de Kobe accueille les infrastructures et les usines militaires pour un certain nombre de construction d'éléments stratégiques pour la marine et pour l'aviation. Et donc la ville de Kobe va faire l'objet d'une dizaine de raids aériens qui vont détruire plus de la moitié de l'aire urbaine de la ville. Il est extrêmement difficile d'avoir une idée du nombre de victimes. Aujourd'hui, les historiens s'accordent à considérer qu'il y a eu à peu près 10 000 morts, 650 000 sans-abri, et aussi bien Nosaka Akiyuki que Takahata Isao vont être les témoins et les victimes de ces bombardements. Et donc, on va pouvoir enchaîner sur le résumé de La tombe des Lucioles, mais autant prévenir de suite les abonnés ou les téléspectateurs du podcast ou de YouTube qui n'auraient pas lu ou pas vu
l'animé de la tombe des Lucioles ou du tombeau des Lucioles, autant prévenir de suite, ça va être quand même des événements très tragiques, très tristes. C'est vraiment voilà, une histoire avec beaucoup de noirceur et faut se prévenir. On préfère quand même vous prévenir avant qu'on ne débute le résumé de cette histoire. Donc nous sommes à Kobe et on va suivre un jeune adolescent, un jeune garçon qui a à peu près 14 ans, hein, c'est ça, hein, vous me corrigerez si je me trompe, mais il a 14 ans et c'est le personnage donc de Seita qu'on va suivre dans cette histoire. Très rapidement, on apprend que sa mère décède d'une maladie donc dans le cadre de ces bombardements, et donc il est seul pour s'occuper de sa petite sœur. Alors on ne sait pas exactement quel âge elle a, sa petite sœur, je dirais peut-être qu'elle a 4-5 ans, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Dans le roman, le petit garçon qui s'appelle Seita a 14 ans et la petite sœur qui s'appelle Setsuko a 4 ans. Et donc il doit s'occuper seul de sa petite sœur, et donc la nouvelle, ou le roman, qualifions-le de roman, vous avez raison, parce que c'est une nouvelle quand même assez longue, le roman, et dans l'animé, il va devoir s'occuper seul de sa petite sœur, et on va suivre un peu leur péripéties, leurs aventures, d'abord chez leur tante, mais qui se comporte de manière absolument atroce à leur égard. On va pouvoir y revenir, et puis ensuite, au travers de différentes histoires, ils vont partir de chez leur tante, ils vont essayer de survivre seuls. Alors, je ne sais pas si on raconte ou non la fin de ce récit, mais je pense quand même qu'il est important peut-être de le raconter. Vous en pensez quoi? On n'en a pas échangé avant, mais est-ce qu'on raconte la fin de ce récit, à votre avis? C'est inévitable, puisque c'est une histoire tragique. C'est une histoire tragique. C'est une histoire qui a été voulue. Alors, nous en parlerons probablement tout à l'heure, qui a été voulue d'abord par le romancier Noosaka Akiyuki comme une sorte de récit d'expiation ou d'œuvre d'expiation. Puisque, voilà, je crois que nous pouvons le dire, c'est une longue nouvelle ou un court roman d'inspiration autobiographique. Tous les événements racontés sont de manière à peine transposée les événements que Noosaka Akiyuki a vécu. Lorsqu'il avait l'âge du jeune garçon dans la nouvelle, il a vécu le bombardement. La mère, qui est en fait la mère de la petite fille, lui c'était sa mère adoptive, mais dans la nouvelle, c'est la mère il s'agit de la mère des deux enfants. La mère est brûlée. Elle est très 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 gravement brûlée lors du bombardement. Lorsque les enfants la retrouvent, elle agonise dans un hôpital de campagne. En fait, c'est une tragédie du début à la fin, puisque la mère va mourir, la petite sœur va mourir, le grand frère va mourir, et tout ça nous est annoncé dès le début du récit pour le livre, et dès le début du film pour le long métrage d'animation. Et ce qui est étonnant, c'est que, comme vous le dites, il met en scène donc la mort du jeune adolescent, alors que l'auteur, lui, a survécu à cette guerre, il a vécu cela, sauf que lui, il a survécu pour ensuite pouvoir écrire ce récit. Est-ce que vous pensez que cela signifie peut-être qu'il considérerait qu'une partie de lui est morte quand même pendant cette guerre? C'est pour ça qu'il aurait mis en scène sa mort, ce qui est étonnant quand même d'avoir changé ce détail par rapport à sa vie. J'aurais plutôt tendance à considérer que le récit est construit de cette façon pour expier la culpabilité, ce qui est un phénomène assez connu, en particulier chez les survivants des guerres ou des grandes tragédies historiques. Il y a une culpabilité du survivant. Noosaka Akiyuki va mettre beaucoup de temps à se reconstruire, même pas à se reconstruire. Son histoire est tragique dès le départ. Sa mère biologique meurt peu après sa naissance. Son père les a de toute façon déjà abandonnés. Il est adopté par une famille extrêmement aimante. Et ensuite, c'est la guerre qui arrive pour achever la tragédie personnelle du romancier. Comme le père dans la nouvelle, son père adoptif est mobilisé dans la marine de guerre japonaise. Il part à bord d'un croiseur qui ne reviendra jamais. Le
croiseur a été coulé en mer, il ne le sait pas à ce moment-là. Ils restent tous les trois, la mère adoptive, sa petite sœur et lui, ils continuent de vivre dans la ville de Kobe, et c'est là que survient la suite de bombardements, la mort de la mère. Et ensuite, après la guerre, lorsque la libération arrive, la mère meurt, la petite sœur meurt, il ne réussit pas, exactement comme dans le récit. Il ne parvient pas à, dans un Japon qui est dévasté, dans une ville qui est réduite vraiment à un état de champ de ruines et de cendres, il ne parvient pas à assurer la subsistance de sa petite sœur. Elle a 4 ans, elle meurt en quelques mois de malnutrition. Et de 1945 à 1967, Nosaka Akiyuki va porter cette culpabilité. Il commence sa nouvelle vie, j'en parlais tout à l'heure, non pas en tant qu'écrivain, mais il commence sa nouvelle vie en travaillant dans les boîtes de nuit, dans les bars fréquentés par les soldats américains, dans des boîtes de striptease ou des boîtes à hôtesses. Donc il a vraiment une vie nocturne dans le Japon de l'après-guerre. Il se met à la littérature en 1963, et c'est 4 ans après s'être mis à la littérature qu'il va entreprendre pour la première fois un récit à connotation très nettement autobiographique. Et c'est là, effectivement, qu'il commence un récit qui raconte son histoire, avec cette différence que dans le récit, contrairement à ce qu'il a vécu, le grand frère qu'il était meurt. Comme si Nosaka Akiyuki, et c'est bien naturel, se reprochait d'avoir survécu à sa petite sœur, puisque voilà, il était le grand frère et il aurait dû, en vertu du principe d'aînesse, il aurait dû réussir à la faire survivre. Mais il ne pouvait pas, il était lui-même un enfant, le Japon était en ruine, et c'était en quelque sorte c'était une tragédie écrite d'avance. Alors avant de continuer l'histoire, il y a un petit point sur lequel on en avait parlé pour préparer cette émission, c'est cette différence de traduction, mais qui peut-être n'est qu'anecdotique, entre le roman qui a été traduit La tombe des Lucioles et le dessin animé où on a choisi plutôt la traduction du Tombeau des Lucioles. Et puis autre question sur le sujet, peut-être évoquer également la traduction. Est-ce que vous la trouvez fluide à lire dans le roman de Nosaka, et est-ce que ceux qui ont vu par exemple le dessin animé, est-ce que vous estimeriez qu'il y aurait une plus-value ensuite à aller lire le roman en plus ? Moi j'ai assez peu l'habitude de dire cela, mais je dirais quand même plutôt que non, en fait. Moi, je ne vois pas forcément de plus-value, peut-être que vous allez me corriger, et qu'on ne soit peut-être pas d'accord là-dessus, mais j'ai trouvé la lecture pas forcément très, très fluide, pas forcément très, très agréable, et en fait, je trouvais que l'animation reflétait de manière assez fidèle quand même ce que l'on trouve dans le roman. Quel est votre avis, vous, là-dessus ? Je vais commencer, si vous le permettez, par la réponse la plus brève et la plus facile. La différence entre la tombe des Lucioles et le tombeau des Lucioles. En français, la tombe des Lucioles, c'est le récit, l'ouvrage, la longue nouvelle, le court roman de Nosaka Akiyuki. Le tombeau des Lucioles, c'est le dessin animé de Takahata Isao. En japonais, c'est la même chose, en fait. En japonais, dans le texte, Hotaru no Haka. Hotaru, ce sont les lucioles, et Haka, c'est la tombe ou le tombeau, de manière, sans aucune nuance. C'est le même kanji, c'est le même signe qui est utilisé dans le titre de la nouvelle, comme dans le titre du dessin animé. C'est bien pratique parce que en français, on sait immédiatement de quelle œuvre on parle. Quand quelqu'un vous parle de la tombe des Lucioles, il parle du récit de Nosaka Akiyuki, et quand quelqu'un parle du tombeau des Lucioles, il parle du film d'animation de Takahata Isao. Sur la question de la traduction, je comprends. Lorsque vous m'en avez parlé pour la première fois, vous avez pu être surpris par le style un peu rugueux, un peu âpre du texte. Comme si le récit n'avait pas la fluidité
que l'on attend habituellement d'un récit littéraire. Est-ce que je retranscris à peu près l'impression qui était la vôtre? Non, non, c'est tout à fait cela, oui. Vous avez parfaitement retranscrit mon impression. Sur cette question-là, il me semble que c'est un souhait de traduction de Patrick Devos qui s'explique de manière de manière vraiment linguistique en quelque sorte. Norosaka Akiyuki est né à Kobe, même si ensuite il a fait une partie de sa carrière dans d'autres villes du Japon, mais il est né à Kobe, c'est la région du Kansai. Le Kansai, si vous voulez, c'est ce triangle qui est dessiné par 3 villes, Kobe, Osaka et Kyoto, dont nous sommes vers le sud du Japon, vers le sud de l'île principale de Honshu, et c'est un japonais très particulier. C'est un japonais qui est assez différent dans les intonations du japonais de Tokyo, par exemple, et surtout, la langue de Norosaka Akiyuki est émaillée, imprégnée, dirais-je, de l'argot de Osaka. Osaka a toujours été une ville à part dans la culture japonaise, en particulier lors de l'époque des shoguns. On considère que la mode de Osaka est une mode un peu voyante. On considère que les habitants de Osaka parlent un japonais plus guttural, plus populaire, qui parle fort. Finalement, il est toujours très difficile de comparer 2 auteurs, mais il me semble que il y aurait quelque chose de sélinien dans la langue de Norosaka Akiyuki, qui justement a été rendu par cette âpreté dans la traduction de Patrick Devos. Je vous propose d'enchaîner sur peut-être quelque chose, on pourra revenir ensuite sur les grandes thématiques et sur certaines choses qui m'ont étonné dans le roman comme dans l'animation, mais quelque chose d'assez fondamental et que vous avez relevé et que j'ai trouvé vraiment absolument passionnant quand vous m'en avez parlé, c'est cette différence essentielle entre le film et le roman. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'évoque maintenant, ce point de vue, cher Olivier Richard Torres ? Avant de répondre à votre question, toutefois, sur la spécificité du dessin animé, et ce qui constitue, à mon avis, le point le plus intéressant, peut-être, et ce que le dessin animé apporte à la nouvelle, ce que le dessin animé ajoute à la nouvelle, je souhaiterais revenir sur un petit point que vous avez évoqué au début de notre conversation, sur ce point commun entre Norosaka Akiyuki, l'écrivain, et Takahata Isao, le réalisateur. Takahata Isao, il a longtemps été le numéro 2 des studios Ghibli, cofondé avec Miyazaki, et Takahata Isao, comme Norosaka Akiyuki, a vécu cette terrible année de bombardement entre janvier et août 1945 dans la région de Kobe. Et la raison pour laquelle, très probablement, il a souhaité adapter en dessin animé la nouvelle, c'est qu'il a vécu une expérience très proche de l'expérience tragique qui a été vécue par le romancier, mais pour Takahata Isao, ça s'est bien fini. C'est-à-dire que lors de l'un des grands bombardements incendiaires, exactement comme le romancier, le petit Takahata Isao, qui est plus jeune, qui vit dans la ville avec sa mère et sa sœur, les B-29 arrivent, l'alerte est donnée, la mère et les enfants sont séparés, et pendant 2 jours, les enfants qui ont survécu au bombardement vont se lancer à la recherche de leur mère, penser que leur mère est morte, et ils vont retrouver leur mère, vivante, en pleine santé. Et la guerre passera, et la famille survivra. C'est-à-dire très exactement tout ce que n'a pas eu la chance de vivre le romancier Norosaka Akiyuki. C'est probablement une des raisons pour lesquelles le réalisateur Takahata Isao a acheté
très tôt, très vite, dès qu'il a pu, il a acheté les droits de la nouvelle de Naosaka Akiyuki, dès qu'il l'a lu, peut-être parce que cette histoire lui rappelait le traumatisme qu'il avait vécu lorsqu'il était enfant, peut-être parce que cette histoire, finalement, c'est l'histoire qu'il a eu peur de vivre et à laquelle il a échappé, et probablement aussi pour d'autres raisons sur lesquelles le réalisateur est revenu dans les années qui ont suivi la sortie du dessin animé, parce que cette question-là, peut-être nous en parlerons plus tard, c'est une question extrêmement intéressante, et c'est une question qui a souvent été posée à Isao Takahata. Pourquoi avoir fait un dessin animé aussi triste? Pourquoi avoir raconté une telle tragédie sous la forme d'un dessin animé? C'est souvent quand même dans certains mangas, je trouve que on a des histoires tragiques, mais certains mangas atténuent la tragédie des éléments qui sont racontés par des dessins parfois presque enfantins. Je pense par exemple à Peleliu Guernica of Paradise, qui est tragique comme histoire, mais racontée avec des petits shinobi, je crois que ça s'appelle comme ça au Japon, en tout cas des visages très enfantins, voire presque de bébés, et qui, pour peut-être atténuer la violence des événements, ou alors pour montrer encore plus qu'on avait affaire à des enfants, et c'est peut-être également pour pouvoir s'adresser à des enfants et montrer les horreurs de la guerre et les effets, les conséquences des horreurs de la guerre sur cette enfance, sur ces enfants qui ont été sacrifiés. On y reviendra après sur ce sacrifice de l'enfance et cette démission des adultes dans cette œuvre. Peut-être que c'est pour cela qu'il a choisi la voie du dessin animé. Hein. C'est une hypothèse. Alors, les explications sont multiples. Hein. Nous y reviendrons. Elles sont d'autant plus multiples, c'est assez intéressant, que selon les interviews et selon le public qui était présent, les réponses de Isao Takahata variaient. C'est-à-dire quand on regarde ses interviews, les interviews qu'il a données dans différents pays ou à différentes époques de sa vie, à cette question, pourquoi avez-vous adapté la nouvelle de Naosaka Akiyuki, pourquoi avez-vous voulu faire un dessin animé aussi triste, aussi tragique, il a pu proposer des réponses diverses, variées, je ne dirais pas contradictoires, mais parfois dissonantes. Quant au manga, et effectivement vous avez raison, d'autant plus qu'il y a un précédent, nous pouvons juste le citer, mais le manga Gen Hiroshima de Keiji Nakazawa, c'est bien sûr le premier manga auquel on pense sur la Deuxième Guerre mondiale, puisque le titre l'indique, hein, il s'agit également d'une histoire basée sur l'expérience de l'auteur, qui est un survivant du bombardement, à l'occasion duquel, le bombardement de Hiroshima, il a perdu son père, il a perdu sa sœur, il a perdu son petit frère, et comme dans La tombe des Lucioles, le récit de Naosaka Akiyuki, Gen Hiroshima est un manga extrêmement dur, extrêmement violent, et c'est une œuvre clairement antimilitariste, hein, et ça aussi c'est un point sur lequel nous pourrons revenir. Mais vous avez raison, il y a également la volonté, puisque les enfants sont les principales victimes de la guerre dans le récit de Naosaka Akiyuki, il y avait quelque chose de cohérent dans le fait de l'adapter sous forme de dessin animé. Même si initialement, Isao Takahata avait acheté les droits dans l'idée d'en faire un film, ce qu'on appelle un film en live action. Vous avez cité Gen Hiroshima, je vous rejoins, c'est vraiment un des mangas là aussi les plus tristes et les plus pesants que j'ai pu lire dans ma vie. On a l'impression que le sort s'acharne sur les personnages, c'est terrible. Il faut vraiment le lire dans des dispositions pas trop difficiles dans votre vie, parce que c'est vraiment pas un manga qui va vous divertir et qui va vous faire du bien. Dans la très riche histoire de la bande dessinée japonaise, c'est un manga qui inscrit une page déterminante, parce qu'elle est déterminante aussi dans la littérature et qu'elle le sera également dans le cinéma, la présence des Hibakusha. Les Hibakusha, ce sont les survivants des 2 bombardements atomiques, qui vont avoir un statut très particulier dans le Japon de l'après-guerre, un statut très ambigu, puisqu'ils sont à la fois des victimes de la guerre, ils ont pu
à certains moments être considérés pas du tout comme des pestiférés, mais considérés comme des êtres à part, marqués par le feu de l'atome. Et finalement, les récits des Hibakusha occupent une place assez importante dans la littérature japonaise de la deuxième moitié du XXe siècle. Et Gen d'Hiroshima, c'est le récit du Hibakusha sous forme de manga. Donc c'est vraiment une œuvre à part et une œuvre très importante dans l'histoire du manga de la deuxième moitié du XXe siècle. L'originalité du dessin animé qui est le point de vue d'un revenant, d'un fantôme que l'on voit au tout début, et vous me disiez finalement, peu le remarquent en fait, peu font le constat, et on passe presque à côté du fait que c'est un fantôme qui assiste à cette histoire depuis le début, et ce qui en fait la grande originalité, parce que c'est un élément qu'il n'y a pas du tout dans le roman, et j'aurais vraiment beaucoup aimé que vous développiez cet aspect très intéressant, et vous voyez peut-être que je ne l'aurais pas vu moi-même si vous n'aviez pas évoqué cet aspect-là de l'animé avant que je ne le revoie, et donc je vous en remercie parce que ça offre effectivement un autre regard sur cette œuvre. C'est la différence centrale entre le récit écrit, la nouvelle, et l'œuvre d'animation. Quand on s'intéresse à la littérature, on s'intéresse plus ou moins, c'est un passage obligé, à la question du point de vue. Dans le récit de Noosaka Akiyuki, la tombe des Lucioles, la narration est le fait d'un narrateur omniscient. C'est une narration à la troisième personne du singulier, extrêmement classique, même si, nous en parlions tout à l'heure, il y a cette rugosité du style, il y a ces effets de liste, il y a stylistiquement quelque chose qui fait de la tombe des Lucioles de Noosaka Akiyuki un récit à part. En revanche, pas du point de vue narratif. Le point de vue est, lui, très intéressant quand on s'intéresse au dessin animé de Takahata Isao. Et en effet, on peut tout à fait ne pas y faire attention la première fois qu'on voit le film d'animation, la première fois qu'on voit le dessin animé. La toute première image, et pourtant c'est quelque chose qui au cinéma devrait nous sauter aux yeux, la toute première image, c'est une rupture du quatrième mur. La toute première image, c'est le personnage du jeune garçon, Seita, mais ça n'est pas exactement lui, c'est son fantôme, c'est un spectre. Il est face à la caméra, il nous regarde, il nous parle. Alors quand je dis qu'il nous parle comme parlerait un fantôme, c'est-à-dire que les lèvres ne bougent pas, mais en revanche on entend sa voix, et ce qu'il nous dit, il nous annonce la date, 21 septembre 1945, c'est la nuit où je suis mort. Et on le voit en plan assez large, on distingue nettement son buste, il est coiffé d'une casquette, il est éclairé par une sorte de lumière rouge sur laquelle peut-être nous reviendrons plus tard, puisque chaque fois qu'il apparaît sous la forme de son propre fantôme, ou chaque fois que sa petite sœur apparaît sous la forme d'un fantôme, il y a cette lumière rouge qui éclaire le fantôme, et tout cela sur fond noir, et la casquette projette sur ses yeux une ombre qui souligne encore les traits fantomatiques du personnage. Donc la grande originalité du dessin animé, et ce qui constitue à mon avis l'une des clés d'analyse d'une œuvre qui est vraiment polysémique, hein. Vous trouverez énormément d'analyses du dessin animé Le Tombeau des Lucioles, aussi bien sur des sites, des vidéos, des podcasts, des ouvrages sont sortis en américain, en français, en japonais bien sûr. Donc vous avez des interprétations multiples, comme pour toute grande œuvre. Pour moi, la particularité qui a retenu mon attention, c'est ça, c'est un récit de fantôme. C'est un fantôme qui nous raconte son histoire, et le fait de transformer la nouvelle en récit de fantôme, c'est un choix de Isao Takahata, spécifiquement du réalisateur. Ça n'est pas dans la nouvelle, et plus tard, lorsque la nouvelle sera finalement adaptée pour la télévision sous forme de film avec des acteurs, ce parti pris ne sera pas retenu. Dans le récit de fantôme,
c'est la particularité, c'est le choix artistique de Takahata Isao. Et vous me disiez justement, en préparant cet épisode, vous me disiez quelque chose de tout à fait fascinant, et que j'ai appris grâce à vous, c'est que finalement, cette présence du fantôme, elle est symbolique au Japon, qu'on revoit également dans d'autres films, dans d'autres médias également, comme dans la littérature, et j'aurais vraiment beaucoup aimé que vous fassiez profiter également les abonnés et les auditeurs de ces éléments de comparaison, et de ces éléments de mise en perspective également de cette présence du revenant dans le reste de la culture nippone et même occidentale. Donc si vous pouviez également un petit peu développer cet aspect-là. Avec plaisir, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que cette présence du fantôme, elle s'explique à la fois par la thématique de l'œuvre, c'est-à-dire un récit de guerre, et ensuite par des éléments qui sont a priori propres à la culture japonaise, et je reviendrai sur cet a priori. D'abord sur le récit de guerre, je vais élargir la perspective à l'histoire du cinéma. Le cinéma, c'est un art qui se développe essentiellement au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma, c'est l'art qui s'est développé dans le siècle des conflits les plus violents. On a pu dire que la Grande Guerre était une métaphore des horreurs dans lesquelles sombre la Belle Époque. C'est quelque chose que par exemple, qu'un écrivain européen comme Stefan Zweig explique très bien. Et de la même façon que toutes les illusions de la Belle Époque, cette foi de la Belle Époque dans le progrès, sombre dans la Grande Guerre, puis dans la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma, qui est l'art le plus jeune à ce moment-là, qui est un art qui est l'enfant de la Belle Époque, ne pourra qu'être marqué par ce tournant. Et très vite, lors du conflit de 1914 à 1918, le cinéma va rentrer sur le front, va s'emparer de la guerre en tant qu'objet, en tant que motif, en suivant ce que les historiens du cinéma ont distingué en 3 mouvements. La mort à l'œuvre, c'est-à-dire la guerre est là, les caméras vont choisir comme objet cinématographique la guerre, puis la mort exaltée, c'est le cinéma de propagande, et ce que l'on constate très vite dans tout le cinéma officiel de la Première Guerre mondiale, et c'est valable aussi ensuite pour le cinéma officiel de la Deuxième Guerre mondiale et le cinéma militariste japonais, c'est pour ça que je vous en parle, ce qui va très rapidement se développer, c'est une mort exaltée dans les récits de propagande, mais qui n'est jamais montrée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un cinéma de guerre qui se développe chez nous en 14-18, qui devient le cinéma de propagande dans le monde entier, et, pour reprendre une expression qui, à l'époque, a été très à la mode, c'est une guerre zéro mort, c'est-à-dire que on vous montre des soldats qui partent à l'assaut, mais on ne voit jamais les cadavres. Et contre ce cinéma officiel va se développer très rapidement, mais très rapidement, c'est-à-dire dès 1917. Et en France, c'est le réalisateur Abel Gans qui le premier réalise un des grands films qui s'appelle J'accuse, antimilitariste, pour montrer les cadavres. Et dès 1917, Abel Gans, dans ce film qui est absolument saisissant, dont il tournera une deuxième version en 1938, à la veille du deuxième conflit, Abel Gans, dans ce récit, fait ce dont nous parlons. C'est-à-dire que dans une scène qui est très étudiée, vous pourrez montrer les images, dans une scène parfaitement apocalyptique, il fait sortir les morts de la terre, comme des morts vivants. Les cadavres des soldats morts s'animent et ces fantômes viennent s'adresser aux vivants. Ces fantômes viennent s'adresser aux vivants. Et ça, c'est quelque chose qui va caractériser le cinéma de guerre. C'est quelque chose qui aura une longévité après le cinéma d'Abel Gans. Au Japon, par exemple, vous avez l'un des derniers films de Akira Kurosawa,
qui s'appelle Rêve. Et dans Rêve, c'est une succession de 7 rêves du réalisateur Akira Kurosawa qui vont suivre la vie de l'artiste, des rêves qu'il a fait petit enfant jusqu'à des rêves qu'il a fait beaucoup plus vieux. Il est très vieux quand il réalise ce film en 1980, 88, 89. Et dans Rêve, il y a un rêve qui s'appelle le tunnel, et dans ce rêve, Kurosawa est démobilisé. C'est un jeune sous-officier, il rentre au Japon après le conflit, et pour rentrer chez lui, il doit passer par un tunnel, et un peu à l'image de l'entrée des enfers, de ce tunnel va sortir la compagnie qu'il a dirigée. Ce sont des fantômes, et ce sont des fantômes qui s'adressent à lui, parce qu'ils sont morts dans les souffrances de la guerre, et que, étant morts dans les souffrances de la guerre, ils sont bloqués entre le monde des vivants auquel ils n'ont plus accès, et c'est le côté très pathétique de la scène, où il s'adresse à leur ancien sous-lieutenant, il dit, mais vous rentrez chez vous, et nous, on ne peut pas rentrer dans notre village, on voit les lumières de notre village, mais on ne peut pas y accéder, c'est le monde des vivants. Et comme ils sont morts dans la souffrance du conflit, ils n'ont pas non plus accès au royaume des morts. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture du cinéma de guerre. Des premiers temps du cinéma de guerre, le J'accuse d'Abel Gans 1919, jusqu'à Rêve de Akira Kurosawa en 1989 et au-delà. Le fantôme, en tant que personnage, et que personnage qui s'adresse au spectateur, c'est un élément central dans la culture littéraire japonaise. C'est quelque chose qui est central dans le théâtre classique japonais qu'on appelle le no. Le no, c'est une apparition. C'est Claudel qui disait que le drame, c'est quelque chose qui arrive, et le no, c'est quelqu'un qui arrive. Et ce quelqu'un qui arrive, ce personnage central dans le no, c'est très souvent un fantôme qui, comme les enfants du tombeau des Lucioles, a connu une fin tragique, qui est en quelque sorte bloqué entre deux mondes, et qui va raconter son histoire de façon à pouvoir se libérer de cette entrave qui l'empêche de rentrer dans le monde des morts. Et c'est quelque chose qui est présent dans la littérature japonaise, vraiment très 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 ancienne. On en retrouve des traces dans le dit du Genji, on en retrouve des traces dans le théâtre No, qui est un théâtre qui a plus de 6 siècles d'existence. On le retrouve dans les contes de pluie et de lune de Ueda Akinari, et on retrouve ces fantômes jusqu'à des œuvres plus récentes de Yukio Mishima par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez, en tant que film qui met en scène la violence de ce qu'est la guerre, ce sont des corps qui sont martyrisés, brûlés, soumis à la faim, soumis à l'agonie. Et ça, vous en parliez tout à l'heure, vous en parliez à propos du manga Genji Hiroshima, et on peut en parler évidemment à propos du dessin animé Le Tombeau des Lucioles. C'est horrible en fait, c'est horrible parce que c'est un dessin animé qui montre les corps agonisants, et c'est un dessin animé qui montre des cadavres, qui montre le cadavre de la mère rongée par les vers parce qu'elle a été carbonisée par cette bombe au napalm jetée par les B-29 américains, qui montre le cadavre d'un homme sur la plage sous une natte en paille. Le dessin animé va nous montrer le cadavre de la petite sœur. Et l'une des dernières images, ce sont les restes de la petite sœur, les quelques os qui ont échappé au bûcher funéraire. On nous montre ce que la guerre peut produire de plus atroce, de plus horrible. Les corps morts, les corps en lambeaux, les corps qui se décomposent. C'est une extrême violence dans le dessin animé. Je suis vraiment absolument d'accord avec vous. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est de voir l'attitude des adultes vis-à-vis des enfants dans cette œuvre, que ce soit dans le roman
ou l'animé, on a une totale démission des adultes finalement, Olivier Richard Torres, des adultes, de la tante, même aux policiers qui semblent un petit peu être, qui l'aident un peu mais l'abandonnent rapidement, le médecin qui a une attitude horrible, les paysans qui ne sont pas du tout dans la solidarité. On sent une enfance sacrifiée et face à cela des adultes qui démissionnent finalement de leur rôle d'adulte normalement vis-à-vis des enfants, de devoir les protéger. Là, absolument pas, et ça ajoute au côté tragique de la guerre qui est déjà terrible pour eux. C'est le deuxième pan tragique, c'est-à-dire qu'il y a une première violence qui est la violence produite, je dirais pour caricaturer, c'est la violence que l'on subit de la part de l'ennemi, les bombardements, le feu. Mais il est frappant de constater que ce qui tue les enfants, ça n'est pas seulement le bombardement. À proprement parler, le bombardement incendiaire tue la mère. La guerre a tué la mère, et la guerre a tué le père. La mère par les bombardements, et le père parce qu'il était à bord d'un croiseur de la marine japonaise, et que ce croiseur a été envoyé par le fond, il a été coulé par la marine américaine. Ce qui tue les enfants, c'est qu'ils ne sont plus pris en charge par les adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui devraient prendre soin d'eux, d'abord la tante. Mais la tante, finalement, les rejette. Le médecin qui établit un diagnostic de dénutrition chez la petite sœur et qui dit au grand frère, il faut lui donner à manger. Elle a besoin d'une nourriture susceptible de lui rendre la santé. Il ne lui donne pas de nourriture. Lorsque ce paysan chez qui se rend le grand frère Saïta pour voler quelques légumes pour nourrir sa petite sœur, lorsque le paysan le surprend, il le bastonne, il l'amène dans un bureau de police. C'est un vieux policier qui est là. Et là, on voit aussi ce qu'est la guerre. C'est-à-dire que les jeunes adultes sont morts sur le front. Il ne reste sur le territoire national que des femmes, comme la tante, ou je ne dirais pas des vieillards, mais les hommes qui restent sont très vieux, ils sont totalement démissionnaires, et ils ne prennent pas en charge la survie des enfants. C'est-à-dire que après la destruction des corps par le feu ou par l'eau pour le père dont le bateau est envoyé par le fond, il y a clairement une destruction une dislocation des liens sociaux, et les adultes n'assument plus leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. Et face à cette démission des adultes, on a des enfants qui vont essayer presque de se créer une sorte de monde, pas imaginaire, mais de créer une sorte de transformation de la réalité pour essayer de survivre. On a ce côté touchant et presque tragique face à cela, face aux horreurs de la guerre. Et là aussi, nous l'évoquions pour la préparation, et vous me rappeliez ces scènes justement qui sont très marquantes à ce sujet-là. À un moment donné où le garçon joue avec une barre, avec pourtant, dans le premier plan, la petite fille en train de mourir, enfin pas de mourir, pardon, bêtise, en train de pleurer, et au deuxième plan au fond on voit les horreurs de la guerre, et lui pourtant en train de jouer à une barre, et cette image, et vous me l'avez encore plus surligné, c'est vrai qu'elle est aussi belle que tragique. Et puis d'autres moments où il y a une sorte de transformation de la réalité, où il joue, il y a ces jeux avec cette petite boîte de bonbons, où ils essayent de recréer un peu les espaces de bonheur qu'ils avaient auparavant. Et puis également parce qu'on en a toujours pas parlé pourtant, elles sont dans le titre, les lucioles, les fameuses lucioles qui sont de la lumière au milieu de ça, mais qui également sont également à un moment donné un élément de comparaison avec d'autres types d'horreurs de la guerre, avec une scène où la danse des lucioles est comparée à l'inauguration d'un grand bateau de guerre, et on a toute cette scène et que vous analysez brillamment, et j'aimerais également que vous reveniez dessus, sur tous ces sujets. Alors il y en a beaucoup, mais qui pour moi se rassemblent tous au sein de cette transformation de la réalité, pour essayer de la supporter, de l'accepter, de survivre dans cette guerre par les enfants finalement, qui imposent leur regard enfantin dans cette situation tragique. Les enfants font ce que font tous les enfants naturellement. Ils jouent.
Et ils jouent quand ils sont heureux, et ils jouent, ou du moins ils essaient de jouer quand ils sont malheureux. Alors que la petite sœur ne sait pas que sa maman est morte, mais elle sait qu'elle est à l'hôpital, elle se doute qu'on va vers quelque chose d'absolument tragique. Euh, elle est prostrée, elle s'agenouille, elle commence à pleurer, et son petit frère et son grand frère est totalement désemparé. Il ne sait pas quoi faire. C'est dans un paysage complètement dévasté. Le plan est absolument saisissant, puisqu'on voit au premier plan la petite sœur prostrée. Au second plan, le grand frère aperçoit des barres fixes pour s'entraîner à la gymnastique. Et il va aller vers ces barres fixes et il va faire des exercices de gymnastique pour essayer d'amuser sa petite sœur. C'est-à-dire qu'il va essayer de détourner la guerre en une sorte de jeu. Alors ça, c'est quelque chose aussi que tous les gens qui se sont intéressés au cinéma de guerre connaissent, hein, qu'il s'agisse de jeux interdits, le vieux film en noir et blanc, ou dans une histoire plus récente, on pense bien entendu à La vie est belle de Roberto Benigni. Cette tentative de sortir de la tragédie en superposant sur la tragédie un jeu, mais qui est naturel pour les enfants. Le problème, c'est que la violence revient toujours. C'est-à-dire que c'est une tentative qui est vaine, c'est une tentative qui est vouée à l'échec. Après l'épisode de la barre asymétrique, le petit frère a l'idée d'amener la petite sœur à la mer. Et là, vous avez quelques images en flashback qui nous rappellent que c'est une plage sur laquelle les enfants allaient avec la maman. Et il a l'idée de revenir sur la plage avec la petite sœur. Mais c'est terrible parce qu'en fait, la réalité se rappelle à eux. C'est-à-dire que ils se promènent sur la plage et ils aperçoivent le cadavre d'un homme dont on voit les pieds dépassés parce qu'on a posé une natte de jonc, de riz sur le cadavre, mais les pieds dépassent et on voit clairement que ce sont les pieds d'un cadavre. Lorsqu'ils vont se baigner, il y a cette scène de joie, ils vont vers la mer, l'eau est froide, mais très très vite, la petite sœur se plaint parce qu'elle a mal, et elle a mal parce qu'elle commence à avoir la peau abîmée par la dénutrition. Et c'est le premier moment où on voit les effets progressifs de la mort qui vient sur la petite sœur, sur Setsuko. Et par la suite, ça va, vous avez raison, ça va devenir quelque chose de terriblement pathétique. C'est-à-dire que la métaphore de ça, c'est la boîte de bonbons. C'est la boîte de bonbons, elle est terrible, cette boîte de bonbons, puisque elle est à elle-même une sorte d'objet symbolique dont les métamorphoses vont suivre le cheminement tragique du film. C'est-à-dire que dans un premier temps, le grand frère a cette boîte de bonbons dans le sac et il donne les derniers bonbons à la petite sœur parce qu'elle a faim. Et pour tromper la faim, un bonbon c'est très bien, c'est du sucre, il y a un bon goût et c'est enfantin le bonbon. Donc ça n'est pas un aliment, ça n'est pas quelque chose qui est ici par hasard. Au bout d'un moment, il reste quelques bonbons collés au fond. Il faut taper sur la boîte pour décoller les bonbons. Puis, il y a plus de bonbons. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un qui est collé au fond, il décolle pas. On va mettre de l'eau et il secoue et ça donne une eau aromatisée, légèrement sucrée. Et puis il y a plus rien. Et puis il n'y a plus que de l'eau. Et à ce moment-là, quand elle n'a plus de quoi se nourrir, la petite fille va se remettre à jouer. Et c'est là que le jeu devient tragique. C'est-à-dire que un jour, quand son grand frère revient, elle a quelque chose à la bouche. C'est pas un bonbon, c'est un bouton. Donc vous voyez, elle rentre dans la logique du simulacre. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de bonbons, on va faire avec un bouton. Ça nourrit pas, mais c'est un peu comme si. Et à la fin, dans les derniers jours avant sa mort, elle reconstitue des brochettes avec de la terre. Comme si elle était déjà en train de devenir un cadavre,
ce qu'elle devient. Vous parliez tout à l'heure du cadrage, vous avez des plans absolument terribles, puisque à partir du moment où les enfants quittent la maison de la tante pour aller se réfugier près d'un abri au bord de l'eau, ce qu'on ne comprend pas dans un premier temps, mais qui saute aux yeux si on fait des arrêts sur image, c'est qu'ils quittent le monde des vivants pour aller vers le monde des morts. Puisqu'en fait, cet abri va progressivement prendre l'aspect d'un tombeau, et à peu près sur tous les plans, pour toutes les scènes, vous avez au moins un plan où la petite sœur est cadrée précisément dans l'alignement de l'ouverture de cet abri, qui est une grotte en fait, qui est à flanc de colline, et vous avez la petite sœur sur le cadre rectangulaire, le surcadrage noir complètement ténébreux. Elle est vivante, mais à l'écran, elle est déjà représentée comme si elle était morte, comme si elle sortait du monde des ténèbres. Et on ne la verra à l'intérieur de la grotte qu'à partir du moment où elle dépérit et où elle est sur le point de mourir. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu dont vous parliez, effectivement, qui est le jeu tragique des enfants, qui n'ont pas d'autre choix que de recréer le bonheur et que de rappeler les moments de bonheur par le jeu, par le simulacre, c'est également quelque chose qui va faire revenir le motif du fantôme. Oui, je vois très bien. Et alors, ce qui est passionnant, c'est qu'avec tous les éléments là que vous nous fournissez, ça donne presque envie, s'il n'était pas aussi tragique et triste, mais pour ceux qui écoutent et qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, de le revoir avec tous les petits éléments de détail que vous donnez. Et franchement, je vous remercie parce que c'est passionnant. Je vous écoute avec vraiment une immense attention et j'imagine que les auditeurs, c'est pareil. Ben, on a un tout autre regard et c'est vrai que ça permet ensuite d'avoir les œuvres et de regarder ces détails et ces symboles et c'est passionnant. Merci beaucoup vraiment, Olivier Richard Torres, pour tout cela. Et ce qui m'a marqué aussi dans l'animé que j'ai revu là vraiment pour préparer cet épisode, et je l'avais jamais lu ce texte, c'est à quel point on passe rapidement, et vous l'avez dit tout à l'heure avec l'épisode de la plage, mais de l'enfer au paradis, puis de nouveau, enfin, une sorte de paradis à l'enfer, parce que lorsqu'ils arrivent chez la tante, on a l'impression que ça va aller mieux, il y a quelqu'un de la famille qui va s'occuper d'eux, leur donne à manger, et le cadre est beaucoup moins cauchemardesque que le début où ils sont au milieu des obus, puis en fait, tout les y ramène irrémédiablement, et c'est ça qui est assez terrible, comment de l'enfer au paradis, puis du paradis au l'enfer, finalement les instants de bonheur dans cette histoire sont très éphémères. Et ce côté éphémère, il se caractérise également par les souvenirs qu'ils ont, qui sont très très brefs, des moments où ils étaient heureux, et par le seul petit instant également du dessin animé, où on voit la famille réunie, les quatre réunis, et voilà, on voit à quel point le bonheur est éphémère, et à quel point au contraire, du paradis à l'enfer, on y bascule très rapidement, trop rapidement peut-être dans cette histoire. Elle est terrible cette image, peut-être que vous la montrerez, j'imagine, sur la vidéo YouTube. Il n'y a qu'une seule image de la famille réunie, et c'est une photo, du moins c'est une photo puisque on voit que les quatre personnages posent. Cette image est terrible parce que elle résume à elle seule à travers les éléments symboliques la tragédie du tombeau des Lucioles. Sur cette image, vous avez de gauche à droite la maman en kimono traditionnel rose qui tient par la main la petite fille, puis il y a le petit frère qui est dans son uniforme d'écolier, c'est un bleu pâle, et ensuite vous avez le père dans un uniforme bleu nuit qui est son uniforme d'officier. Et donc vous avez en quelque sorte une symétrie, puisque vous avez les parents sur les bords de l'image, les enfants au centre de l'image, la petite fille qui est dans une couleur et des vêtements qui sont comme les vêtements enfantins correspondant à la mère, mais surtout le petit garçon, c'est un petit soldat. Et il se tient au garde à vous. C'est un garde à vous plus forcé, plus artificiel que le garde à vous du père. Et en plus, la photo est prise le jour de la fête des cerisiers, les cerisiers en fleurs. On voit sur la photo cette pluie de pétales de cerisier. Or, la pluie de pétales de cerisier,
Aujourd'hui, comment dire, c'est en quelque sorte la quintessence du Japon poétique. Ce que l'on oublie, c'est que certes, c'est la quintessence du Japon poétique, mais le pétale de cerisier, par son caractère éphémère, représente, alors c'est un concept central dans l'esthétique japonaise qu'on appelle le mono no aware, c'est-à-dire le caractère éphémère et poignant de la beauté des choses. Ce pétale, il n'est jamais aussi beau que quand il tombe. Or, cette pluie de pétales de cerisier, elle évoque trois choses dans le dessin animé, une qui est codée, on ne la voit pas, mais les deux autres, tous les spectateurs plus ou moins le remarquent. Cette pluie de pétales de cerisier fait penser à la pluie de feu qui s'abat au début du dessin animé. C'est le bombardement incendiaire, c'est le phosphore des bombes incendiaires jetées par les B-29. On a d'abord une pluie de feu, et ensuite on aura une pluie de cendres, ça c'est la destruction. Ensuite, ce jeu des pétales de cerisier rappelle par ce ballet dans les airs le ballet des Lucioles, les Lucioles qui donnent leur titre au dessin animé et à la nouvelle, et nous y reviendrons, puisque ces Lucioles, en fait, elles ont également un lien avec la guerre, dans une scène qui est très très bien rendue dans le dessin animé, qui est présente aussi dans le roman, bien sûr. Et le troisième aspect symbolique du pétale de cerisier, le pétale de cerisier en japonais se dit oka. Alors le cerisier japonais a un nom que tout le monde connaît, c'est le sakura, mais le pétale du cerisier en japonais c'est oka, et oka c'était le nom de code des avions des kamikazes, parce qu'ils s'abattaient comme des pétales dans une pluie qui était censée sauver le Japon de l'invasion américaine. Donc sur cette image, vous avez à la fois le côté poétique, vous avez de manière très très claire cette espèce de rêve patriotique qui va se changer en cauchemar patriotique, la militarisation des adultes, des enfants, et vous avez toute l'ambiguïté du pétale de cerisier qui évoque le bombardement, les lucioles, les avions suicides des unités spéciales de kamikazes. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait, avant de passer à la conclusion de cet épisode passionnant, mais qui est passé très très vite, peut-être qu'on pourrait justement conclure par les lucioles, qui sont dans le titre, qui sont un élément central, et d'évoquer cette scène dont vous parliez juste à l'instant, et puis avant de basculer à la conclusion de cet épisode, ils ont encore plein de choses à aller voir, mais ça, je pense qu'on aura quand même donné envie de le revoir, de le redécouvrir, en tout cas de le voir sous un tout autre aspect, et vraiment encore une fois je vous en remercie parce que c'est vraiment passionnant, donc merci beaucoup. Je vous laisse peut-être évoquer ces lucioles, et puis après on conclura l'épisode si ça vous va. La tombe des lucioles, c'est la tombe que la petite fille va faire en fait, puisque un soir, pour distraire sa petite sœur, Seita rassemble des lucioles, et ils sont c'est une moustiquaire, je crois que c'est une tente en fait, ils sont sous une moustiquaire, et c'est la nuit, et ils lâchent les lucioles, et les lucioles s'envolent comme ça, un peu comme un feu d'artifice. Et il y a un balai lumineux comme ça des lucioles que les deux enfants regardent. Et c'est exactement comme les pétales de cerisier, c'est-à-dire que ça commence comme quelque chose de très poétique. Et très rapidement, le petit garçon, lui, à travers ce balai des lucioles, va avoir le souvenir du baptême d'un croiseur militaire, celui sur lequel son père s'est embarqué. Et pour le baptême du bateau, le bateau a été éclairé par des guirlandes lumineuses. Et le petit garçon voit, vous savez, c'est un peu comme sur ces tests psychologiques où vous avez des motifs assez nébuleux, et d'un coup pour quelqu'un ça prend un sens, et lui il voit dans ce motif des lucioles les éclairages de ce bateau, et il se met à se remémorer cette cérémonie, il se met à chanter une marche militaire, il se met avec les bras à faire le mouvement du soldat qui tire sur l'ennemi, et il voit le bateau de son père.
Si on lit attentivement la nouvelle, on apprend que le bateau du père s'appelle Maya, mais Maya c'est dans le panthéon hindouiste puis bouddhiste qui est arrivé au Japon via le bouddhisme chinois, c'est la déesse de l'illusion. Et ça dit quelque chose de cette illusion de la grandeur du Japon impérial, de l'armée japonaise. Ça, c'est très 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 présent dans la nouvelle, c'est beaucoup moins présent dans le dessin animé, parce que c'est quelque chose qui a été vécu très durement par l'auteur Nosaka Akiyuki. Ce rêve d'un Japon impérial, d'une grandeur qui a été construite et complètement fantasmée, tout ça s'effondre. Tout ça n'est qu'une illusion. Et comme les Lucioles, en l'espace de quelques années, tout va s'effondrer, comme l'Empire va s'effondrer. Et le lendemain matin, les Lucioles sont mortes. Voilà, ce sont des insectes éphémères. Et quand Seita, le petit garçon, se réveille, il voit que sa petite sœur s'est réveillée avant lui, et elle est dans un coin, elle creuse un trou dans la terre, il s'approche, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et lui dit « Je suis en train de faire un tombeau pour les Lucioles. » Il dit, je leur fais un tombeau parce que elles sont mortes et c'est comme pour maman, il lui faut un tombeau. Et c'est à ce moment-là que le frère comprend que la petite sœur a compris que la mère était morte. C'est un moment extrêmement poignant et c'est un moment c'est un moment aussi qui est extrêmement tragique. C'est très marquant aussi dans la nouvelle, puisque dans la nouvelle, par la suite, lorsque le frère va faire brûler le corps de la petite sœur, il met avec le corps de sa petite sœur sur le bûcher et il met les lucioles. Et elles vont partir dans le même brasier. Oui, exact, vous avez raison, exact. Bah écoutez, cher Olivier Richard Torres, merci beaucoup de nouveau pour cet entretien passionnant. Je vous ai écouté attentivement, c'était enrichissant. J'ai redécouvert, alors que vous voyez, je l'ai vu il y a pas longtemps, le film d'animation grâce à vous, tous ces éléments, et puis cette mise en perspective sur le rôle du cinéma, sur la place de la mort également dans le cinéma, et c'était vraiment intéressant. Et on comprend beaucoup mieux maintenant la différence entre le livre et l'animation. On comprend l'intérêt également de lire et l'un et de regarder l'autre. Bon, encore une fois, c'est quelque chose de très triste, donc il faut vraiment se préparer lorsqu'on regarde ou lorsqu'on lit une telle œuvre. Vraiment, c'est assez rare de tomber sur des œuvres comme ça presque sans aucune lumière, alors que ça s'appelle Le Tombeau des Lucioles. C'est vraiment triste presque du début jusqu'à la fin, mais bon, ça reste un immense chef-d'œuvre dans les deux cas, et j'estime en tout cas, je pense qu'on a fait un bel épisode, qu'on a bien analysé, qu'on a offert en tout cas une analyse que j'avais jamais vue ou lue, et vraiment c'est grâce à vous et je vous en remercie. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres, eh bien j'envie vos élèves parce qu'ils ont comme ça la chance d'avoir un professeur, et vous ne pourrez pas le confirmer par modestie, mais ils ont la chance d'avoir un professeur qui leur offre plein d'angles de vue. Pas seulement sur le livre, mais je pense que vous leur apportez une perspective culturelle et sur différents aspects qui est passionnante, et c'est aussi pour ça que j'aime ces échanges avec vous, que ce soit l'autre fois sur Le Nom de la Rose ou dans votre bibliothèque idéale. Donc merci encore une fois d'être revenu dans l'art des livres, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois si vous le voulez bien. Ce sera avec grand plaisir, merci également, mais merci pour les compliments, mais vous savez, mes étudiants sont brillants et ils m'apportent beaucoup aussi. L'échange est très très enrichissant pour moi également. J'espère qu'ils écouteront cet épisode, parce que comme ça ils seront flattés doublement par vos mots. C'est très sympathique de votre part. Donc vous avez raison, sur YouTube, grâce à vous que vous avez récolté tout un tas d'illustrations, je vous en remercie. Je vais ajouter plein d'illustrations qui vont permettre vraiment d'améliorer encore plus la qualité de cette vidéo YouTube. Donc ceux qui sont sur le podcast, si vous voulez aller encore plus loin avec l'illustration de tout ce qu'on a évoqué, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube qui s'appelle Mémoire d'Adrien. Quant à vous, je vous dis prenez soin de vous, lisez des livres, et à très très bientôt sur l'art des livres et sur la chaîne YouTube des Mémoires d'Adrien. Olivier Richard Torres, merci encore, et à très très vite, j'espère. Merci beaucoup, cher Adrien, et à très vite, je l'espère également. Merci infiniment. Merci encore, au revoir.